Juridiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Jacob Azeroual, bonsoir. Bonjour. On vous connaît, on a eu le plaisir de vous avoir sur cette antenne. Voici une petite année. Vous êtes un auteur prolixe. Alors je rappellerai tout d'abord, de façon bien évidemment non exhaustive, que vous êtes médecin psychanalyste. Et psychothérapeute. Psychothérapeute, spécialiste du couple, de certaines pathologies. Des enfants, la dépression et coaching. Voilà, et dans le cas de cette activité que vous maîtrisez avec talent et beaucoup d'engouement, Merci. vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont une trilogie. J'avais eu l'occasion de vous inviter, voici quelques mois, pour un de vos ouvrages, Couple, clé pour réussir. Vous êtes également l'auteur d'un deuxième ouvrage, Prendre l'enfant par la main. Et ce soir, nous allons aborder le troisième de cette trilogie. Je parlais tout à l'heure d'un caractère prolixe, puisque vous avez écrit ces ouvrages en quelques années, de façon assez rapide, l'un après l'autre. Savoir s'aimer, non? En plusieurs années? Mes livres, je suis un artisan à l'ancienne, c'est-à-dire chacun de mes livres me prend 4-5 ans. Couple m'a pris 6 ans de travail. Ah, très très bien. Donc plusieurs années pour cette trilogie. Très bien, en tout cas c'est un détail qui présente aucune importance. En tout cas, ce qui est important, c'est le contenu pour lequel je vous ai invité ce soir. Savoir s'aimer, l'estime de soi qui se trouve au cœur de la problématique de votre ouvrage. Alors tout d'abord, et au détour d'une actualité les plus brûlantes, l'estime de soi. Nous avons eu, mais ce sera absolument pas la discussion que nous aborderons ce soir, le procès de monsieur Balkany, maire de Levallois, et son avocat. Je ne veux pas qu'on aborde à l'instant ni le procès ni la sanction. Est-elle juste, grave, excessive ou pas? Ce ne sera pas l'objet de notre propos. Mais un journaliste, voici quelques jours, a interpellé l'avocat Maître Dupond-Moretti, pour ne pas le citer. Il a pu s'expliquer avec le talent qu'on lui sait. Et la question de la surestime de monsieur Balkany a été évoquée. Alors, vous n'êtes pas avocat, vous n'êtes pas juriste, vous êtes psychothérapeute. Nous allons parler de façon abondante de l'estime de soi. Est-ce que la surestime existe aussi? Est-ce que certains individus, et là je m'adresse aux spécialistes que vous êtes, sont peut-être aussi frappés d'une surestime? On parle parfois, le terme est galvaudé assurément, mais il est utilisé de façon récurrente, d'un ego surdimensionné. Est-ce que ce revers existe également? Alors, désolé mon cher Franck, tout d'abord j'ai beaucoup de plaisir à être ici, mais juste déjà par rapport à la justice, je suis désolé de le dire, mais même si effectivement je ne suis pas avocat ni juge, mais j'ai quand même l'impression que ces derniers temps il se passe n'importe quoi dans la justice, parce que quand on voit des gilets jaunes qui saccagent la plus belle avenue du monde et qui en sortent entre impunis et quasi impunis, quand vous voyez des gendarmes qui n'ont pas le droit d'intervenir, etc., vous demandez c'est quoi cette justice? Et d'un autre côté, vous avez un monsieur comme Balkany qui, somme toute, des gens qui le connaissent en tout cas, c'est un charmant monsieur. Je ne sais pas s'il a fait de si grave pour mériter qu'on s'acharne sur lui. Maintenant, par rapport à la surestime de soi, déjà, mais de manière générale, pas lui en particulier, parce que c'est trop facile aussi. Il y a une citation comme ça en Afrique du Nord qui dit que quand la vache elle est à terre, on agite les couteaux. Donc c'est-à-dire que quand l'homme est à terre, c'est là que tous les ennemis se font plaisir. Je ne sais pas ce qu'il en est de lui en tout cas, mais d'une manière générale, il faut savoir que le complexe de supériorité n'est que le revers de la médaille du complexe d'infériorité. C'est-à-dire très souvent, les gens qui se sentent mal dans leur peau vont avoir tendance à se suraffirmer.
Donc il y a ça, et ceci étant, il y a parfois des cas où, notamment peut-être celui-ci, que quand la personne elle vit une sorte d'injustice, il peut réagir comme un enfant à qui vous lui dites qu'il est complètement stupide. Il va aller jusqu'à dire mais pas du tout, je suis premier de la classe, je suis le meilleur de la classe par exemple, etc., etc. Il va surcompenser. Donc c'est peut-être ce genre de cas tout simplement. Alors, on va revenir, et puis vous faites une transition. Mais l'estime parfaite. de soi est une force tranquille, parce que quelqu'un qui a confiance en lui n'a pas besoin de faire de militantisme. De toute façon, vous venez de le dire, donc entre la surestime et la sous-estime, il y a un lien direct. Alors, on va aborder l'estime de soi, et d'ailleurs, dans votre ouvrage, on a un plan qui est très bien fait, vous vous attardez sur la notion d'aimer. Qu'est-ce qu'on appelle aimer? Que signifie aimer? Vous abordez ensuite l'amour des autres commence par l'amour de soi. Et lorsque je vous avais invité, voici quelques mois, on avait pris cette problématique à l'inverse. Pour s'aimer, il faut également aimer les autres. Donc vous dites également dans votre ouvrage que finalement, pour s'aimer, il faut aimer les autres. Et pour aimer les autres, il faut également s'aimer. Et puis, troisième grande partie avant la conclusion, l'amour de soi, c'est le parallèle, commence par l'amour des autres. Tout d'abord, puisque vous abordez cette thématique dans la première partie de votre livre, qu'est-ce que aimer en termes simples? Alors déjà, si je peux revenir déjà sur le titre. Donc le titre, c'est Savoir s'aimer, S' entre parenthèses. C'est un clin d'œil parce que pour savoir aimer, il faut d'abord savoir s'aimer. Il sort aux éditions Guitry Daniel. Guitry Daniel est un monsieur absolument extraordinaire. Je suis très très heureux d'être édité par lui. Il sort le 8 octobre en librairie, mais il est déjà en ligne sur Fnac.com, Amazon, etc. Donc pourquoi cette importance de repenser l'amour? Tout simplement, comme si bien dit précédemment, effectivement, le plus clair de mon activité est autour des couples. Et dans la grande majorité des couples qui me consultent, à 70% facilement, ce sont des partenaires qui s'aiment. Ils s'aiment et pourtant ils souffrent. Idem, les parents avec les enfants aiment les enfants aiment leurs parents, et pourtant, il y a une relation conflictuelle. C'est-à-dire que aimer, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Encore faut-il savoir aimer de manière à ce que l'autre ressente mon amour. Et nous sommes dans une période où malheureusement, on a une telle culture de l'égocentrisme, où les gens sont centrés sur eux, que le rapport à l'autre est extrêmement parasité, notamment, entre autres, mais pas que ça, l'histoire du smartphone, c'est-à-dire cet écran. En fait, il y a plein d'écrans au jour d'aujourd'hui, entre la personne et l'autre, c'est-à-dire au sein de la famille, au sein du couple, mais y compris entre elle-même, avec elle-même. C'est-à-dire la personne n'est même pas connectée avec elle-même. Derrière mon bureau, il y a un grand magasin d'électronique qui s'est installé. C'est sur la devanture, c'est marqué soyez un habitat intelligent, soyez connecté. Moi, j'avais envie de leur répondre soyez un habitat sage, soyez déconnecté. Donc c'est un des problèmes. L'amour, aimer l'autre comme aimer soi, c'est être capable d'être connecté, c'est être en connexion, être en vibration avec l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, quand je définis le verbe aimer, qu'est-ce que c'est aimer? Je le décline de plusieurs manières. Aimer, c'est comprendre, aimer, c'est respecter, aimer, c'est la constance, aimer, c'est être capable de pardonner, de demander pardon, aimer, c'est voir la beauté qui est en l'autre, aimer, c'est être capable de dire merci, etc., etc. Mais quand il s'agit de fixer dans mon ordre, dans quel ordre est-ce que j'allais dire aimer c'est quoi? J'ai commencé par aimer c'est comprendre. Parce que pour comprendre, il faut être en connexion, il faut avoir de la compassion, il faut être en vibration avec l'autre. Alors aimer, c'est être capable de demander pardon. On abordera cette question tout à l'heure, mais permettez-moi de reprendre une formule. De nos jours, les jeunes ne veulent plus faire l'armée. Ils ont les cheveux jaunes, ils portent des piercings, ils ne respectent plus les anciens. Cette formule n'est pas nouvelle, elle date de Platon. Platon, voici 2000 ans. Et finalement, Jacob Azeroual, est-ce que les problématiques, tous les questionnements que vous abordez dans votre ouvrage ne sont-elles pas le reflet de la nature humaine et de l'histoire avec un grand H? Parce que finalement, aimer, c'est pas une question nouvelle. Savoir aimer n'est pas une question apparue voici quelques années avec les smartphones ou les nouvelles technologies. Les problèmes d'amour, de relation à l'autre, d'estime de soi, de sous-estime ou de surestime, tels qu'on les a abordés très rapidement à titre introductif, sont vieilles comme le monde, non?
Ah, peut-être, mais sûrement pas au degré que nous sommes en train de le vivre. Pas du tout. Moi, je suis assez vieux pour me rappeler que les gens, auparavant, étaient beaucoup plus solidaires qu'ils ne le sont aujourd'hui. Avant, les gens faisaient attention aux gens même dans la rue. Je parle même pas de la famille, je peux même parler des voisins. Les portes étaient quasiment ouvertes sur les paliers. Aujourd'hui, quand vous tapez dans une porte, vous sonnez, on vous regarde à travers un Judas. Il y a une méfiance totale. Il y a une dislocation, mais pas uniquement au niveau de la famille, mais au niveau de la société tout entière. Les gens, quand effectivement il y avait le tsunami, il y avait un vent de solidarité. Mais moi, j'ai dit effectivement qu'il faut être solidaire avec ce genre d'événement. Mais soyez déjà solidaires avec vos proches. Donc évidemment, il n'y avait pas le problème du smartphone, etc. Évidemment que ce problème se posait, mais probablement pas au niveau que nous le vivons aujourd'hui. On est extrêmement dans l'individualité. Alors, c'est vrai que il faut repenser, parce que effectivement, pour être bien dans sa vie, une des sources de bonheur, c'est être capable d'aimer, mais aussi d'être aimé, mais aussi, comme vous avez fait tout à l'heure l'allusion au chapitre sur le pardon, quand j'ai travaillé sur le pardon, je me suis rendu compte à quel point est-ce qu'une personne peut complètement, pardonnez-moi le terme un peu fort, pourrir sa vie si elle est incapable de pardonner ou si elle est incapable de demander pardon. Dans l'un ou l'autre cas, elle est complètement piégée et sa vie s'en trouve stérile ou stérilisée. Alors, on va, dans quelques minutes, revenir justement sur le pardon. Et là aussi, on a une affaire des plus brûlantes qui nous pousse à nous questionner sur ce pardon. Mais finalement, l'estime de soi, est-ce qu'elle est un phénomène culturel ? Vous semblez le rattacher. Moi, il me semblerait qu'on soit plus dans la nature de l'homme et non pas dans la culture. Vous sembliez vous référer à un critère peut-être un peu plus de nature sociologique, mais finalement, ces problématiques, est-ce qu'elles varient pas aussi en fonction de la culture, en fonction de l'espace ? Est-ce que le rapport à l'autre, le rapport à soi évolue en fonction des pays, des civilisations, des sociétés ? Est-ce qu'on a la même approche dans le monde occidental que dans le monde oriental ? Ma position n'est pas du tout celle des médias quand ils disent aimez-vous, faut travailler l'estime de soi, il faut s'affirmer. C'est pas du tout ma posture. Ma position, elle est complètement tout autre. Elle est dans le sens où pour faire ce que j'ai à faire, il faut que je sois ce que j'ai à être. Donc tant que je n'ai pas travaillé cette estime de soi, dans le sens que je m'accepte, mais que je travaille mes talents, mes dons, mais pas par rapport au regard de l'autre, mais par rapport à mon propre regard, que je sois si j'ai à être, ma définition, si je dois être un pommier, si je dois être un poirier, si je dois être un guitariste, si je dois définir ma fonction. Quand on dit to be or not to be, that is the question. Être ou ne pas être, c'est la question. C'est-à-dire qu'avant de se poser la question qu'est-ce que je dois faire, je dois repenser qu'est-ce que je dois être. Est-ce que je suis ce que j'ai à être ou est-ce que je suis en décalage avec mon essence ? Pourquoi ? Parce que celui qui veut être heureux, j'ai dit tout à l'heure qu'une de mes spécialités, en effet, c'est l'anxio-dépression. Mon hypothèse sur l'anxio-dépression, c'est plus une personne, elle vit en décalage avec son être, avec sa fonction, et plus elle est mal dans sa peau. Tandis que plus elle est en synchrone avec son essence, et mieux elle est. Une des sources de bonheur, alors il y a des gens qui croient que leur bonheur est surtout dans le plaisir, mais plus que cela, il est dans l'essence. C'est-à-dire que si la personne, elle se rejoint au niveau de son identité intrinsèque, elle est en paix, elle est en sérénité. Alors, c'est un beau programme théorique, mais comment trouver son identité ? Je ne suis jamais dans la théorie, justement, et c'est mon avantage par rapport à certains, parce qu'aujourd'hui, les coachs, il y en a pléthore, ils ont 3 mois de formation et puis se lancent comme coach. Il y a plein d'écrivains qui écrivent sur l'estime de soi, mais concrètement, est-ce qu'ils ont suivi des gens ? Ça fait plus de 20 ans que je travaille, donc je veux dire, je m'appuie sur des cas concrets, des gens que j'ai accompagnés par rapport à leur reconstruction, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes. J'entends bien, mais concrètement, comment est-ce qu'on arrive à se positionner tel que vous le définissez ? Comment un individu, en admettant qu'il puisse se poser la question, parce que déjà se poser la question relève d'un travail extrêmement important personnel, mais ensuite, quels sont les éléments de réponse ? Une fois qu'on s'est posé la question, quel est le but de ma vie ? Quel est le sens intrinsèque de ma vie, de ma fonction, de mon existence ? Comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette question ? On va voir un psy ? Non. Pas forcément, mais déjà être capable. Tout à l'heure, vous avez dit, oui, mais avant, il n'y avait pas les smartphones. Ben justement, avant, la vie coulait plus lentement.
les villes elles n'étaient pas aussi grandes, c'était des villages. Donc on avait le temps de se rencontrer avec soi-même, avec les autres. Et justement, vous savez, la première citation dans mon nouveau livre, donc Savoir s'aimer, le premier que je cite s'appelle Théodore Monod. Théodore Monod qui dit une belle citation que j'ai pris de lui, que c'est quelqu'un que que j'aime beaucoup au niveau de sa pensée. Il dit, nous gravissons tous la même montagne, nous la gravissons tous sur un flanc différent. Théodore Monod, sa spécialité, c'était pas un philosophe, c'est un spécialiste du désert. Alors j'ai dit un jour, mais qu'est-ce qu'il y a à voir dans le désert? Dans le désert, vous rencontrez la plus belle personne au monde. Vous. Arrêtez d'être parasité. Arrêtez d'être toujours... La modernité est de croire qu'on est obligé d'être toujours dans l'action, d'être toujours en train de faire quelque chose, d'être toujours sur un smartphone, d'être en train de bouger. L'ennui, les temps morts n'existent plus. Cette lenteur n'existe plus. Retrouvez ce besoin de la lenteur. Il y avait une très belle pub sur la Redoute, sans faire de la pub, qui disait « Écoutez-vous ». Mais encore une fois, pas écoutez-vous comme les médias ils disent « Allez, faites-vous plaisir, allez-y, on s'en fout des autres, etc. » Quittez votre travail, quittez votre mari, quittez votre femme, quittez votre famille. Non, pas dans ça. Écoutez-vous, ça veut dire écoutez ce que vous avez dans le ventre. Essayez de savoir qu'est-ce que vous êtes réellement. Pourquoi? Parce que, puisqu'on évoquait tout à l'heure l'histoire du pardon, dans l'histoire du pardon, il y a une très 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 belle phrase que je cite du roi Salomon. Il dit « Ne me voyez pas que je suis noir, je suis bronzé ». Quelle différence entre un noir et un bronzé? Le noir, il est toujours noir. Attention, je ne porte pas un jugement de valeur par rapport à la couleur de peau, c'est sur le plan de l'image. Le bronzé, si vous l'enlevez du soleil, c'est-à-dire de l'influence extérieure, il redevient blanc. Toute ma problématique quand je vois quelqu'un entre guillemets de mauvais, c'est est-ce qu'il est mauvais de manière mais vraiment par essence, ou bien en fait il est mauvais mais il est capable de faire un mea culpa, il est capable de travailler sur lui et de changer, et de retrouver sa blancheur, et de se reconnecter justement avec son essence. Alors justement, le pardon, vous en parlez de façon abondante et précise dans votre livre. Le livre fait 320 pages, il y a 70 pages sur le pardon. Et puis on approche dans quelques semaines de cette période, Exactement. En tout cas dans la tradition juive, qui est la période de recueillement par excellence, plus que symbolique, fondamentalement, essentiellement. Elle est technique, puisque avant de demander, effectivement, par exemple, le jour du grand pardon, les sages nous recommandent, mais normalement c'est comme ça qu'on fait, avant de demander pardon au patron Hachem, Dieu, on doit d'abord demander pardon à son entourage, à sa femme, à son mari, à ses enfants, les enfants au père, à qui on a offensé de manière active ou de manière passive, de manière consciente ou non consciente. Absolument. Sans revenir, on a parlé, la presse a longuement abordé cette question, et notre communauté aussi, du pardon, avec l'affaire, ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Yann Moix, qui pour moi est un non-événement le plus total possible, mais sans revenir sur cet exemple qui pourrait être peut-être symptomatique, en quoi le pardon est-il aussi substantiel dans votre analyse, dans votre réflexion? Pardon, alors moi j'ai pas suivi l'affaire, mais ce que je sais encore une fois, c'est que est-ce qu'il faut pardonner? Oui. Et justement, parmi les questions que je pose, est-ce qu'on peut tout pardonner? Mais aussi, son corollaire, est-ce qu'on doit tout pardonner? Dans le sens où parfois, si on pardonne de manière trop facile, vous ne permettez pas à la personne de se remettre en question. Mais si réellement une personne se remet en question, qu'elle fait un mea culpa, qu'elle demande pardon, mais qu'elle demande pardon, qu'on voit que c'est une vraie demande de pardon, qu'elle regrette et qu'elle est sincère, et que si la situation elle se reproduit, elle ne récidivera pas. Pour moi, bien sûr, que on doit faire preuve d'indulgence. Une très très belle citation dans nos écrits qui dit « Comme tu fais, on te fera ». On peut l'entendre de diverses manières, mais notamment dans celle de l'indulgence. Si je veux que les gens soient indulgents avec moi, je dois être indulgent. Parce que si moi, je suis dans la rigueur avec l'autre, alors ça veut dire je mériterai aussi qu'on soit dans la rigueur avec moi. On a parlé tout à l'heure de l'estime de soi avec son importance. Est-ce que l'estime de soi et le pardon sont deux concepts liés, étroitement liés, ou pas nécessairement? Évidemment. Alors, j'avais dit que tout à l'heure, évidemment, aimer et être aimé, c'est important. Et être capable de pardonner ou de demander pardon, c'était important. Et évidemment, c'est lié. Pourquoi? Encore une fois, quand je parle de l'estime de soi, c'est sûrement pas par rapport à ce qu'est la modernité actuellement, puisqu'il y a même une pub qui dit la personne, la femme, elle vient, elle annonce sa démission, salut, je m'en vais, genre c'est l'estime de soi, genre j'ai recouvré ma confiance en soi, c'est du n'importe quoi.
Dans le sens où la véritable estime de soi, c'est quand je suis bien avec moi-même, quand j'ai compris que je suis en cohérence avec moi-même. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez exactement où est-ce que je vais. Je vais d'abord conclure et puis je vais donner l'exemple. L'histoire de l'estime de soi, pour être capable de pardonner, si je suis dans la frustration, si je suis mal dans ma peau, je serai dans la rigueur avec l'autre. Pourquoi ? Ne serait-ce déjà que du fait que, vous savez bien que nous sommes d'autant plus offensés que j'ai mis le seuil d'offense très haut. Or, les gens qui sont mal dans leur peau, ils sont tout le temps en train d'exiger d'être respectés. Ils se sentent tout le temps offensés. Ils se sentent tout le temps dans une sorte d'intrusion dans leur vie. Mais quelqu'un qui est bien dans sa peau, ils se sont presque jamais offensés. Donc, vous voyez bien qu'il y a un lien entre l'estime de soi et le pardon. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est bien dans sa peau, il n'est pas tout le temps en train de dire « Non, j'exige des excuses. Non, j'exige que tu me demandes pardon. » Parce qu'il est bien dans sa peau. Ils ne sont pas offensés en permanence. Les gens qui se sentent mal dans leur peau, ils sont en permanence dans la frustration et exigent qu'on leur demande pardon en permanence. N'est-ce pas ? Donc, la colère. Maintenant, pour savoir ce que ça veut dire, je reviens encore une fois sur l'estime de soi. Je suis juif, mais d'origine marocaine, de nationalité française, je vous rassure. Mais ceci étant, l'animal le plus, entre guillemets, méprisé, entre guillemets, au Maroc, c'est l'âne. On l'appelle l'hamar. D'ailleurs, chaque fois qu'on veut se moquer de quelqu'un, on dit l'hamar. L'hamar, ça veut dire espèce d'idiot. Ben, il faut savoir que pendant longtemps, maintenant c'est plus le cas, mais il y a un endroit où quand on devait se rendre au Maroc, dans le sud marocain, pour y aller, le meilleur des 4x4, la meilleure des voitures, vous ne pouvez pas y aller. La seule et unique manière d'y aller, à dos d'âne. Donc j'ai dit, regardez cet âne-là, que tu as méprisé toute l'année, que tu dis espèce d'âne, espèce de hamar, etc. Il devient incontournable le jour là-bas. Est-ce que l'âne doit être complexé d'être un âne ? Est-ce que je peux dire à un âne, pourquoi tu chevauches pas comme un cheval ? Il va me dire, mais je suis un âne. L'estime de soi, c'est être en cohérence avec soi et être capable d'être à la hauteur de soi. C'est Pierre Arditi qui disait un truc extraordinaire. Il dit, je dis pas le mot vulgaire, il dit quelle stupidité entre guillemets, mais c'est pas que stupidité qu'il dit, que quand on nous demande de nous dépasser, ce serait déjà tellement beau de s'atteindre. C'est-à-dire être déjà à la hauteur de ce que nous sommes, c'est déjà extraordinaire. Et moi, quand je reçois un gosse, quand je reçois un adulte, je lui dis, mais si tu es un voyou, si tu es un mec nul, tu as qu'à être nul. Mais si tu es un mec bien, conduis-toi comme un mec bien. Si tu aimes, conduis-toi comme un mec qui aime. C'est-à-dire dans le sens où sois ce que tu es. C'est déjà extraordinaire. C'est ça l'estime de soi. L'estime de soi, c'est pas de se dépasser. Si ta fonction c'est d'être instituteur, on te demande pas d'être ministre de l'Éducation nationale. Sois instituteur, mais sois un bon instituteur et sois content quand tu enseignes, pas dans la frustration. Savoir être à sa place. Oh, et assumer c'est le travail de toute une vie. C'est le travail de toute une vie, d'où la nécessité assurément. Toi, vous et moi, aujourd'hui, quand l'ingénieur du son nous a dit vous mettez là, vous voyez, on est des gens dociles, on s'est mis à notre place. Alors très rapidement, parce que le temps passe vite. On l'a rappelé, un plan qui est bien construit. Le temps, ça c'est un vrai problème de la modernité, c'est le temps. On n'a pas le temps, mais aussi parce que on dépense énormément dans les choses futiles. C'est encore de la redondance, mais c'est encore du smartphone. On passe beaucoup de temps sur le smartphone. L'économie qu'on ferait en lâchant notre smartphone, ce serait absolument génial. Alors là, pour le coup, parce que c'est une nécessité impérative, et en le temps qui nous est imparti, une conclusion en deux mots. Moi, mon but, c'est pas du marketing ou de la publicité dans le vide, mais vraiment, il faut lire le livre Savoir s'aimer, S', parce que c'est un livre qui peut vraiment apporter beaucoup à soi et aux autres, le lire et l'offrir. Il est aux éditions Guitry et Daniel, il sort le 8 octobre en librairie, mais il est déjà en ligne sur Fnac.com, Amazon, etc. Il est en version audio, il est en version écrite, papier, e-book, et vraiment, je vous le recommande, notamment avant les fêtes de Rosh Hashanah Kippour, afin de pardonner et de demander pardon. Je vous souhaite beaucoup d'amour, et merci bien sûr à Judaïque FM de m'avoir invité. Voilà, ce sera le mot de la fin, Savoir s'aimer, du docteur Jacob Azeroual. Jacob, merci beaucoup, à une prochaine fois. Merci beaucoup Franck, avec plaisir. Juridiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati.